Bonjour Serge Tali, Bonjour Barbara. comment tu vas? Bien, très bien, ça va, il n'y a pas de souci. Contrairement à beaucoup de copains qui sont malades ou qui sont partis, je suis bien, voilà. D'accord. Qu'est-ce que précisément ça te procure ce sentiment-là? Tu dis contrairement à beaucoup de copains qui sont malades ou qui Ben sont parce que pas. je suis toujours très triste quand mes copains partent ou quand ils sont malades, Mhm. et je me dis que j'ai une certaine chance et j'essaie d'en profiter, quoi. Sans excès, dans le respect des gens, et j'essaie d'en profiter au maximum. Mhm. Euh, des gens me disent, on dirait pas que tu es à la retraite, tu es toujours partout, tu fais plein de choses. Je crois que c'est comme ça, je suis boosté par ceux qui m'ont laissé, quoi. D'accord. Et tu es quelqu'un qui aime la vie. Ah ben, je crois bien. Je crois que depuis un certain nombre d'années, oui, j'ai la vie en tant que quantité qui permet de faire des choses. Oui. Je ne sais pas rester sans rien faire. Euh, je peux rester 1 heure, 2 heures sans rien faire, mais je ne pourrais pas rester des journées sans rien faire parce que je pense que la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il y a tellement de choses à faire pour les autres, pour soi, et puis il y a tellement de belles choses à découvrir. La connaissance est infinie, quoi. Donc, on a toujours quelque chose à apprendre. Enfin, c'est ma base. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, c'est compliqué. Je suis né il y a très, très longtemps au Gros Monde chez mes parents parce qu'à l'époque, on ne laissait pas à la clinique. Mhm. J'ai eu la chance d'aller très tôt au lycée Gelcher parce qu'en 1960, j'étais au lycée Gelcher en sixième. Donc, il y a plus beaucoup de gens qui ont connu cette période. Pourquoi je précise ça? Parce que ça m'a permis de rencontrer des professeurs extraordinaires. Je ne citerai aucun, mais Mhm. il y avait, je mets des guillemets, quand même un formatage des cerveaux. Et c'est Arlette Pujol qui a écrit Lycée Schellcher. Lycée Schellcher. On retrouve ça dans son livre, effectivement. Et ça m'a permis, moi, le petit du gros monde, débarquant à même pas 10 ans au lycée Schellcher, de découvrir, je mets des guillemets là encore, la civilisation. Mhm. Bon, après, j'ai choisi d'être professeur parce que j'étais un mauvais garçon. Mon père voulait que je fasse médecine parce qu'il y en a eu plein dans la famille, mais j'aimais pas obéir, donc j'ai pas fait ce que papa voulait. Mhm. Et donc, j'ai préféré faire la géographie. Et puis, des années après, j'ai fait de l'histoire, et puis voilà. Et puis, je me suis investi en bénévolat et en politique, dans le sport et dans En la politique. politique aussi, tu étais au Oui, en PPM. politique aussi. J'ai commencé, j'aime raconter ça, à 8 ans. Ah oui. À 8 ans, parce que mon père m'avait donné un texte à apprendre où je disais que j'étais un petit garçon progressiste. C'était aux élections législatives où Aristide Mauger était candidat dans le Nord. Et puis, j'ai un caractère très particulier qui a fait que je ne suis pas entré au PPM, alors que tout le monde m'avait sollicité, beaucoup de gens m'avaient sollicité, donc Camille Darcière, Jean-Claude Duverger ou Claude Caillol, je ne sais plus. Mais mon caractère ne me permettait pas d'accepter d'être dans la minorité. Voilà, je dis ça comme ça. Et je suis entré tardivement au PPM. Et tu y es bien, oui, et puis tu y as exercé des fonctions Et, de premier plan. et oui, parce que je ne veux pas entrer et être là. Tu te faisais quoi? Donc tu étais Alors, j'étais au comité national, j'étais président du balisier du Gaumont. Après, j'ai D'accord. remonté avec d'autres le balisier de Sainte-Marie. J'étais au bureau politique, j'étais responsable du journal, j'étais responsable de l'émission radio. Enfin, j'ai fait un certain nombre de choses. D'accord. Et puis, on s'est connus à l'époque d'ATV, puisque tu faisais partie des premiers Et, correspondants d'ATV en 93. et oui, Tu étais de cette première équipe. oui, j'ai fait ça aussi parce que dès le lycée, c'était notre premier numéro, c'était le journal lycéen La Bombe. C'était en janvier 1968 de mémoire, avec des gens comme Yves-Marie Séraline, comme Camille Chauvet, des gens qui ont sévi dans la presse, comme Alfred Donat, enfin un certain nombre. On était au lycée, on a créé La Bombe avant mai 68. D'ailleurs, j'ai encore des coupures de journaux. Donc, on a mis très tôt le droit dans la presse et je crois que j'ai participé à un certain nombre d'expériences de presse. Il y avait Foot Hebdo qui est devenu après Sport Plus. Et puis, bon, j'étais à peu près dans tous les médias. Ensuite, j'ai fait de la radio à RCI et dans un certain nombre de radios libres, et y compris à RFO. Et puis après, la télé est arrivée, et en particulier à Antilles Télévision. Et tu es auteur. Donc, tu es auteur il y a quelques années. Tu as écrit en 2021, tu as écrit Timilat. Voilà. Et puis là, tu reviens, mais tu les as en main avec 2 ouvrages. Pas un, mais 2. Et La lettre
Et puis Les Guerriers du Temps, Césaire la lettre. Donc là, c'est lié à ton parcours politique, enfin en tout cas à ta connaissance, ta proximité avec cet univers. La vie a fait que je suis entré au PPM beaucoup grâce ou à cause de Camille Darcière, parce qu'il se trouve être le beau-père de mon épouse. Oui. Et donc, je le voyais tout le temps, mais tout le temps, depuis 40 ans, je ne sais pas. Et donc, il me disait, il faut que tu viennes. Je travaillais en France, il me disait, il faut que tu rentres pour aider. Letchimy avait pris le parti en main, Serge a besoin d'aide et tout. Et bon, et quand on est entré, c'est presque naturellement, mais évidemment, tout le temps, on discutait. Il y a des sujets qu'il ne connaissait pas, l'éducation, le sport, ce n'était pas ses domaines. Oui. Et il me demandait très souvent ce que j'en pensais. Oui. Pas des conseils, hein, il me demandait ce que j'en pensais et il se faisait son opinion. Et donc, la lettre à Maurice Thorez, c'est un souvenir. On se promenait, lui et moi, à Ax-les-Thermes, dans l'Ariège. J'habitais pas loin, j'habitais dans l'Aude. Et il m'a dit, tu sais, quand j'étais étudiant, j'ai logé ici. Et justement, le jour où Césaire a démissionné du Parti communiste français, j'étais à Ax-les-Thermes. On va chercher la maison où je logeais. Et on a cherché, on a trouvé, évidemment. Et de là, chaque fois qu'on se revoyait, on parlait énormément de cette lettre à Maurice Thorez, parce que lui, il avait une lecture très particulière. C'était l'un de ses textes de chevet, quoi, si on peut dire ça comme ça. 24 octobre 1956, donc Césaire écrit à Maurice Thorez pour lui dire sa démission. Mais alors, ta démarche, là, c'est une démarche d'archiviste, en fait. Voilà. C'est posé là, c'est neutre. Ce sont les textes bruts. Dans un temps, un délai très court, cette lettre, puis ce qui a suivi, parce qu'il était communiste, bien sûr, et donc c'est des textes de justice notamment, et puis des gens qui répondent à cette lettre. Oui, la lettre qui est publiée dans France Observateur, et ce que j'ai fait, j'ai récupéré. Bon, Camille avait déjà gardé un certain nombre de coupures de journaux, ça m'a été transmis par son épouse, et je suis allé aux archives chercher d'autres journaux qui existent, hein, tout le monde peut les avoir, et j'ai décidé de les classer simplement par ordre chronologique, parce qu'à l'époque, il faut signaler qu'il y avait 9 journaux qui paraissaient régulièrement. Il y avait Justice, bien sûr, mais on avait également l'Information, les nouvelles de la Martinique et de la Guyane, la Petite Patrie, enfin, le Sportif. Il y avait un certain nombre de journaux, 9, je répète, et donc, et chacun donnait son grain de sel et son opinion, comme par exemple le Populaire, qui était le journal de la Fédération socialiste de l'époque, enfin la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Et c'est d'une richesse incroyable, puisque ça nous permet non seulement d'avoir l'avis de chacun sur ce que Césaire avait fait, c'est-à-dire laisser le Parti communiste, mais en filigrane, quelqu'un qui étudierait ces textes-là pourrait voir comment vivait la Martinique, comment pensait la Martinique dans les années 56-57, puisque je me suis arrêté à ces 2 années-là. Et alors, donc, il y a plusieurs parties dans cette lettre qui est fondamentale. Donc, c'est 56, le Parti progressiste naît. Le Parti progressiste en 1958. 58, tu ne vas pas jusque-là. Non. Mais donc, il y a cette partie où il y a finalement l'analyse de la, de la clôture du 20e congrès par Khrouchtchev, en fait, donc le début de la déstalinisation, et puis l'analyse finalement de l'attitude du Parti communiste français. Donc, Césaire dit, voilà, il faut que le Parti communiste français ne se déstalinise pas. Et puis, il y a une prise de distance qui dit, finalement, il faut qu'on s'occupe de nos affaires nous-mêmes. Tout à fait. C'est ça, en fait. C'est à peu près ça. D'autant que il demeurait communiste. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Il était toujours communiste. Il démissionnait du Parti communiste français, mais pas de la Fédération martiniquaise. Mais les communistes étant formatés comme ils étaient à l'époque formatés, la démission n'existait pas. Celui qui démissionnait, c'était un renégat, un félon, etc., etc., parce que c'était pas dans leur statut. Et donc, les communistes martiniquais n'ont pas accepté sa démission. Je le dis parce que je pense que s'ils avaient accepté, le PPM ne serait pas né. Oui. Voilà, je suis dans l'utopie en disant ça, mais ça aurait pu ne pas exister, le Parti progressiste martiniquais, si les communistes avaient compris que Césaire était toujours communiste. Oui. Au-delà de l'intérêt historique de relire ces éléments-là, quelle est l'actualité, si on se ramène en 2025,
quelle est l'actualité de cette lettre? Quel est le lien avec aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour aujourd'hui? Eh ben, déjà la fin dont tu parlais, il y a une phrase, j'aime beaucoup cette phrase, l'heure de nous-mêmes a sonné. Oui. C'est tout ce qu'on répète, hein, tout le temps on entend dire on n'a pas assez de pouvoir, on n'a pas assez les moyens de développer le pays, mais vu mon âge, ça fait 40 ans que j'entends ça, donc je ne sais pas, et malgré toutes les réformes qui ont été faites, on n'a toujours pas les moyens. Je pense que ça fait un moment que l'heure de nous-mêmes a sonné, qu'il y en a qui ne doivent pas entendre. Enfin, c'est juste mon impression. Mais on devrait écouter cette phrase-là et essayer de faire par nous-mêmes réellement et ne pas... Et alors, toi, tu es dans le deuxième livre que tu vas nous montrer. Tu nous as pas montré le premier? Non. Voilà, on montre le premier. Alors, le premier, voilà, Césaire la lettre, donc, qu'on trouve en librairie. Et puis le deuxième, donc, les deux sont liés pour moi. Les guerriers du temps, l'heure de nous-mêmes a sonné. Et en fait, les guerriers du temps, on est dans un monde futuriste, un mélange de Wakanda et d'intelligence artificielle avec Arawak, etc. Mais l'heure de nous-mêmes a tellement sonné que dans ce monde futuriste de 2129, la Caraïbe est unifiée, donc c'est vraiment l'extrapolation de la CARICOM là, de cette adhésion là comme territoire associé. La Caraïbe est unifiée, la Caraïbe est reliée et la Caraïbe est prospère et la Caraïbe connaît qui elle est parce que c'est à la fois futuriste mais très ancré dans le passé. Raconte-nous un petit peu ça. Chaque fois que j'en parle, je me dis, est-ce que c'est pas un rêve? Mon rêve personnel que j'ai traduit en roman de science-fiction, parce que je me dis, et je répète ça à chaque fois, et si les choses avaient tourné autrement, comment vivrions-nous actuellement? Parce que quand je vais à Barbade, bon, j'ai des amis à Barbade, qu'on se voit, bon, le seul problème, c'est qu'ils parlent anglais, que je parle français. Encore, ils parlent anglais, ils parlent français, et puis moi, je comprends l'anglais, je parle pas. Et quand je suis allé à Cuba, bon, j'avais cette même impression, j'avais des contacts avec les gens, et je me dis, mais je vois pas ce qui me sépare d'eux. Je vois pas. Il y a cette langue qu'on a la bouche fermée. Bon, pour moi, je raconte ça tout le temps. Un jour, j'étais au match de foot à Ducos, il y avait Martinique-Haïti en football, et Haïti marque un but. Et je me rends compte que tous les gens qui étaient autour de moi, c'était des Haïtiens. Mais je n'avais jamais remarqué ça pendant le match. Je causais avec eux, on rigolait et tout. C'est quand Haïti a marqué que j'ai dit, tiens, c'était des Haïtiens. Et ça continue. Pendant le carnaval, j'ai acheté des vêtements pour aller au carnaval comme tout le monde. C'était que des Haïtiennes. Mais bon, si elles ne m'avaient pas dit ça, je ne saurais pas que c'était des Haïtiennes. Donc, je ressemble aux Haïtiens, je ressemble aux Cubains, je ressemble aux Trinidadiens, je ressemble aux Barbadiens. Quand les Français de l'Hexagone, je me dis de l'Hexagone, appuient l'Ukraine, c'est le mot qui revenait. Ils nous ressemblent pour supporter les Ukrainiens. Ils nous ressemblent, c'est comme nous. Sous-entendu, les Gazaouis ne nous ressemblent pas. Mais je comprends ça. Mais donc, qu'on me donne le droit d'aimer la Caraïbe, et j'aime la Caraïbe. C'est une déclaration d'amour à la Caraïbe. Oui. Mais en 2129, où la Caraïbe est plus forte, un peu comme Wakanda, voilà, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Tant qu'à faire. Dans un monde, oui. Qu'on aime quelqu'un ou quelque chose, c'est le plus fort. Qu'est-ce qu'on a que les autres n'ont pas? On a le métissage. Oui. Voilà, moi, je crois que c'est notre force, c'est le métissage. Moi, des fois, je pense que je dois penser comme un Européen. Des fois, je pense comme un Africain. Des fois, je pense comme un Caraïbe. Des fois, je pense comme un Indien. Parce que je suis tout ça. Je suis tout ça. Et toute la Caraïbe est comme moi. Oui. Y en a qui ont plus d'Inde, il y en a qui ont plus d'Afrique, il y en a qui ont plus d'Europe. Mais c'est des dosages, quoi. Mais on est tellement pareil. On est tellement pareil. Et moi, j'aime beaucoup cette page 27 où tu cites les îles avec ces mots Caraïbes. Cobao, Quisqueya, Boriken, Joana Caera, Ishio Naim, Yamae, Canouan, Tobago, Kairi, voilà. C'est la preuve qu'ils étaient tous là. Et puis cette autoroute en fait qui mène de l'une à l'autre en fait complètement futuriste. J'ai lu une fois, je crois que c'est dans le bouquin du Père Labat, où le Père Labat raconte, il va à Pointe-la-Rose-au-Robert où il y a un village caraïbe et il raconte qu'il y a un mort. Oui. Et le mort, ça faisait 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, qu'il était là. Et pourquoi on ne l'enterrait pas définitivement alors qu'il était assis dans sa tombe, le mort? C'est parce qu'on attendait que tous les Caraïbes des autres îles
et notamment de Saint-Vincent et de la Dominique, puissent venir constater qu'il est bien mort, mais qu'il est mort de sa belle mort, pas de mort violente pour qu'il n'y ait pas de... Et je trouve ce truc-là extraordinaire, parce que entre les îles, il y avait vraiment une grosse relation. La suite pour toi, c'est quoi, Serge? Ah, ça dépend. Maintenant que tu as pris goût au futur, tu vas y rester un petit moment avec du temps? Non, je peux pas. Jusqu'à présent, j'en ai fait 4. Aucun ne ressemble à l'autre. Et ceux que j'ai sur le feu ne ressemblent pas non plus. Mais s'il faut aller dans le futur, mon épouse m'a posé la question. Il a dit, qu'est-ce qui deviendra Kanoa et Amaya? Est-ce qu'ils vont faire des enfants et tout? Et je ne pouvais pas répondre. Ce sont les héros des guerriers du temps. Le mot de la fin, ce serait quoi, Serge? Si on pouvait être vraiment unis dans la Caraïbe et que le CARICOM, dans 25 ans, qu'on dise, ah, c'était historique 2025. Merci, Serge Talley. Merci, Barbara.